Et nous voici de retour pour engager nos discussions ce matin autour d'une thématique assez intéressante, la question donc de l'énergie électrique et de l'autonomisation des pays dans le domaine. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Trois axes de discussion. Le constat d'abord à faire, un paradoxe africain, malgré les ressources naturelles disponibles dont on peut profiter pour établir une autosuffisance énergétique. Le continent souffre toujours de ce manque-là. Et puis, on va constater aussi que le Bénin ne fait pas exception avec l'absence d'une politique prospective pour l'autonomisation énergétique. On va finir par les solutions ou les défis à avoir et on va voir si les énergies renouvelables sont-elles une option vraiment fiable, efficace. En tout cas, on regarde la capacité des pays africains à y faire face. Commençons déjà par le premier aspect. Franck, comment est-ce qu'on peut s'expliquer justement que très peu de pays aient pensé à cette autonomisation énergétique 60 ans après leur indépendance? Non, les pays y pensent tous les jours. Et si vous voyez dans les programmes de développement, les programmes d'action, même quand ils sont en campagne, les présidents, ce sont des préoccupations qui se retrouvent au cœur de leur projet de société. Seulement sur le terrain et dans la pratique, on n'a pas encore fait des pas, de sérieux pas qui puissent nous permettre d'avoir cette autonomie énergétique, tout simplement parce que je pense que les priorités pour ces États, lorsque vous les prenez, on a l'éducation, on a la pauvreté, on a beaucoup de choses à faire à la fois, ce qui les amène à ne pas débaucher assez d'énergie dans ce domaine-là. Et au fil des années, vous allez vous rendre compte que même au niveau donc, de ces pays-là qui semblent nous aider en termes d'énergie, ont des problèmes. Que dire de ces pays-là qui sont toujours dépendants de ceux qui viennent en aide. Donc toute la question est là. Et comme les autres préoccupations pour lesquelles les chefs d'État se réunissent souvent pour réfléchir, lorsqu'on se réunit pour parler de l'autonomisation ou disons des questions énergétiques, par la suite, on se rend compte que ça ne prend pas. Et depuis des années, même quand vous allez faire, disons, des audits au niveau de chaque pays, on ne voit pas qu'on a véritablement évolué. On évolue en dents de scie. Tantôt, on voit une certaine progression, tantôt ça revient. Et on se demande si véritablement les actions et les investissements qui sont faits dans ce domaine-là portent leurs fruits. C'est pour vous dire tout simplement que les pays y pensent, les chefs d'État y pensent, mais on n'a pas encore trouvé le bon bout à tenir pour régler définitivement ce problème. Normalement, avec les ressources naturelles que nous avons, les cours d'eau, les différentes disons opportunités que nous avons en Afrique sur notre continent et que les autres continents n'ont pas, on ne devrait pas avoir ce problème-là. Ça veut dire qu'il y a une certaine cohérence qu'il faut définir autour des idées, la façon dont nous menons nos projets, nous les dirigeons. Nous pilotons ces projets-là. Il faut revoir peut-être la politique et je pense que dans la suite du débat, on va analyser un peu d'autres contours. Vous savez, on a beaucoup de ressources. On a du gaz naturel un peu partout sur le continent. Mozambique, Nigeria, au Maghreb aussi, Égypte, Algérie, Libye. On a même une région sur notre continent qu'on appelle la région des Grands Lacs. Parce que Dieu nous a pourvu de ressources en eau en grande quantité. Vous savez, l'eau, ce n'est pas que pour les besoins en ressources en eau. Il y a également l'eau comme un élément clé de production de l'électricité, par exemple. Nous avons sur notre continent du pétrole. Reconnaissons-le, nous ne sommes pas dans le top 10 des producteurs du brut dans le monde, mais nous avons de gros chiffres en matière de barils qui débitent au quotidien au Nigeria, en Libye, au Sahel par endroits, en Algérie. Bref, je n'en finirai pas. On a des ressources énergétiques un peu partout sur le continent. Mais comment on peut s'autosuffire si
de nos indépendances à aujourd'hui, c'est seulement l'année dernière que l'un des plus grands producteurs de pétrole sur le continent a pu s'offrir sa raffinerie personnelle. Et quand je dis personnel, c'est l'œuvre d'un privé en plus. Vous voyez jusqu'où nous en sommes. Nous envoyons voilà des pays producteurs de pétrole sur les territoires desquels le litre d'essence ou de gasoil coûte le dollar américain tout au moins. C'est quand même paradoxal, quoi qu'on dise. Et ces ressources servent à nous diviser. Vous savez, le dernier, si mon information est bien juste, le dernier État du monde reconnu par le système international, c'était en septembre 2011, c'est le Soudan du Sud. Et qu'est-ce qui a divisé le Soudan? C'est l'énergie, c'est le pétrole. C'est le pétrole, le Darfour, les fusillades, c'est l'énergie. Donc, ce qui permet aux grandes puissances, la Russie, les États-Unis, le Canada, d'être de grands producteurs parce qu'ils ont leur raffinerie, ils ont également une politique offensive très forte pour aller chercher les gouttes où elles sont dans le monde entier. Vous voyez, les Occidentaux font la guerre aux Russes, mais pour les questions d'énergie, de gaz, mais attention, ils trouvent le moyen de s'entendre. Ailleurs, ce sont des questions préjudiciables parce que ce sont des dépenses, des besoins incompressibles des concitoyens, de ces gouvernants pour lesquels les gens ont mis la barre à un niveau bien élevé. Les gens y mettent les investissements qu'il faut. Sur le continent, on y a toujours pensé en vœu pieux. On se dit que ce sont des investissements colossaux. L'autosuffisance n'est pas prête à venir parce qu'en fait, le temps que nous sommes dans l'orpaillage, dans les mineries, dans les minerais artisanales, le temps que nous sommes là à tâtonner, à être à la production archaïque, ces ressources naturelles servent à d'autres puissances qui en font leur puissance, qui renforcent et galvanisent leur force avec ces ressources. Donc bref, nous avons de quoi produire les différents types d'énergie dont nous avons besoin, mais l'autosuffisance ne peut pas venir de sitôt parce que nous vendons ça au brut, à l'étape primitive, pour nous faire un peu d'argent. On enrichit les autres avec, qui viennent nous le revendre très cher et nous l'achetons à prix d'or. Eric, bonjour. On cherchait à comprendre comment est-ce que l'Afrique peut, depuis 60 ans, rester sans avoir pensé à une politique énergétique qui l'amène à l'autosuffisance. C'est une grosse préoccupation. Ça m'a fait penser à cet ouvrage ici, l'Afrique refusait le développement, où on avait développé... Axel Kabou. Absolument, on a développé toutes sortes de paradoxes. Voici un continent riche de tout, mais malheureusement pauvre de tout. En la matière, ce n'est pas des ressources en termes de capacité qui manquent sur le continent. Quand on fait un peu référence à nos leçons d'histoire, on nous a raconté depuis le cours primaire jusqu'à l'université tout ce que nous disposons. Ne parlez surtout pas du fait de l'homo lors de perme. Tout ce que nous disposons comme richesse sur le continent. L'histoire nous a même enseigné. L'histoire nous a même enseigné que si on pouvait même se contenter... Le calcaire de niveau. L'histoire nous a enseigné que si on pouvait même se contenter de la richesse d'un seul pays, qu'est le Congo, cela est largement suffisant, n'est-ce pas, pour doter l'Afrique d'une indépendance énergétique. Malheureusement, nous savons dans quel état ce pays végète depuis des années et ce n'est pas sûr, n'est-ce pas, que les années à venir, on puisse véritablement retrouver une solution. Donc je pense qu'il nous a manqué sur le continent une vision assez claire de ce que nous voulons au niveau de chaque domaine. C'est vrai, on ne va pas raconter l'histoire de ce que nous avons connu comme crise au niveau de ces pays qui ne nous ont pas du tout facilité la tâche à l'émergence énergétique, surtout puisque c'est de ça qu'il s'agit principalement. Et donc, nous continuons par traîner véritablement ces problèmes malgré la capacité que nous avons à produire, la capacité de transformer ces richesses naturelles que nous avons, que ce soit en bois, en eau, tout ce que vous pouvez imaginer, capable quand même de nous permettre d'avoir de l'énergie. Et ça, il faut aussi ramener ça au niveau de chaque État. Cette même vision qui nous a manqué au plan continental nous a aussi manqué au niveau de chaque État. C'est quoi? C'est une entente, c'est une synergie pour ne pas aller sur ce point. Parce que j'ai l'impression que dans tous les pays africains, pratiquement, Absolument. enfin pas ceux du nord du continent ou relativement au sud
du continent en dehors de l'Afrique du Sud, qui a aussi ses problèmes en matière d'énergie électrique, eh bien, on a l'impression que tous les chefs d'État qui se sont succédés pendant tout ce temps se sont entendus pour ne pas vraiment penser à la question. Non, est-ce que c'est vraiment ça? Vous savez, nous ne capitalisons pas, je l'ai dit, William l'a reprécisé tout à l'heure, nous ne capitalisons pas les atouts que nous avons sur le continent pour juguler ce problème-là. Si nous avons le soleil même dont nous parlons, nous en avons en Afrique, nous avons l'air disponible, nous avons même des cours d'eau, oui. Et nous avons également la possibilité de produire de l'énergie aujourd'hui à partir des ressources naturelles. Et bizarrement, nous avons plusieurs régions de l'Afrique qui fournissent du carburant, qui fournissent tout ce qui peut contribuer à créer ou à produire de l'énergie. Mais on en est là et ça ne bouge pas. Je pense que la faute, c'est d'abord aux dirigeants qui ont dirigé les États africains avant même les indépendances et même après les indépendances. Je pense qu'on n'a pas cerné la question comme étant une véritable priorité. Parce que dans un pays qui se veut, qui veut se développer, dans un pays qui veut atteindre un certain seuil de développement et qui n'a pas une autonomie en matière d'énergie, qui n'a pas une autonomie pour faire fonctionner ses industries, pour faire fonctionner même les petits commerces que nous avons, si on doit couper le courant pendant 1 heure de temps déjà en une journée, c'est une perte. Pour par exemple ceux qui sont dans le froid, ceux qui vendent les produits congelés et même ceux qui doivent recharger leur portable pour transférer du crédit ou pour faire des transferts de monnaie, vous voyez que c'est une grosse perte. Quand on coupe le courant ici tout de suite, vous allez voir, si vous n'avez pas un système de relais en interne, c'est que vous cessez toute activité. C'est pour dire que les dirigeants ont peut-être péché, mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de mettre en œuvre une bonne politique qui puisse nous amener vers la capacité même de l'Afrique à se prendre en charge en termes d'énergie. Le Nigeria qui fournit l'énergie électrique au Togo, au Niger et au Bénin, il y a une grosse panne là-bas, c'est que tous ces pays-là sont... Mais même le Nigeria aussi est en déficit. Oui, est en déficit. Et donc parce que justement, sa population croît de jour en jour. Le Nigeria qu'on a connu peut-être en 2018, ce n'est pas le Nigeria d'aujourd'hui et les priorités ont changé. Là où on est en train de construire, où on a inauguré une raffinerie, ça veut dire que leur besoin en énergie électrique va augmenter. Donc ceux-là qui dépendent, ces pays qui dépendent du Nigeria, doivent commencer par se poser de véritables questions. Et je sais que on va en venir en interne ici, on a fait beaucoup d'efforts, mais c'est un peu comme si ces politiques-là n'étaient pas bien ficelées. Ah oui. Parce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits. Vous prenez Maria Gleta, vous prenez où on vient pour inaugurer aujourd'hui. Bientôt, nous n'allons plus dépendre d'aucun pays. Et on en est toujours. Il y a eu beaucoup de bientôt dans les discours. De bientôt dans les discours. À travers le temps. Oui, William, Franck qui pense que la multiplicité des urgences ont fait qu'on a oublié l'énergie électrique. On n'est pas conséquent avec ça même. Justement, on n'est pas conséquent. Regardez, quand Patrice Talon venait au pouvoir, il était ahuri de voir qu'un pays qui veut se développer n'avait presque pas de capacité propre de production d'énergie électrique. Et c'est tout à fait normal. Dites-moi ce que vous faites aujourd'hui dans le monde, sur quelle partie du globe, sans l'énergie électrique. C'est une grosse priorité. Vous savez, en Afrique, on se cache derrière la kaléidoscopie de priorités. L'éducation est une priorité au même titre que la santé, qui en même temps est une grosse priorité à côté de l'énergie, qui aussi est une grosse priorité à côté de l'aménagement, de l'urbanisme. Donc, les gouvernants pensent que tout est prioritaire. On ne veut rien hiérarchiser. On s'émiette. Ça, c'est un très bon contexte pour dilapider les fonds publics. On jette quelques miettes par endroit avec beaucoup de communication et tout, comme si c'est de la philanthropie qu'on faisait, comme si c'était de l'argent personnel qu'on distribuait à des citoyens qui pourtant sont titulaires de droits de ces montants qu'ils ont cotisés par le bien des efforts collectifs à travers les lois de finances. Donc, on fait tellement ça, on dit attention, avant moi j'ai fait, écoutez, avant moi le pays était à terre, moi je l'ai mis debout et voilà,
toute la contribution que j'ai faite, un peu comme si c'était un effort personnel. Donc voilà, tout est prioritaire en Afrique. Ces pays pétroliers que nous on envie peut-être parce qu'on n'a pas encore découvert nos barils, bon, encore on nous en annonce pour dans pas longtemps, ils vous diront, oh non, nous on a des problèmes sécuritaires qui sont plus grands, qui sont des fragilités. Certains, par laxisme, ont même tendance à penser que ceux qui nous ont colonisés, ceux qui ont intérêt à nous voir sous le joug de la servitude longtemps, travaillent à nous trouver de petites crises aussi, tout le temps. Ces petits problèmes. Si on n'était pas enclin à des crises, personne ne nous trouverait des crises. Justement, parce que partout, les gens ont trouvé les moyens de créer des crises, mais les gens ont également en face trouvé des moyens pour contourner les crises. Donc, ce n'est pas parce que tout est prioritaire qu'il faut tout faire au même moment. Il y a des choses auxquelles on ne peut échapper, mais il y a également des mesures, ou sinon des domaines dans lesquels il faut se dire attention, le gap il est trop. Voilà, en termes de stratégie, en termes de planification prospective, en termes de politique publique, dans combien d'années nous scrutons l'avenir, nous nous évertuons à nous projeter justement pour atteindre un objectif ou l'autre. Parce que l'énergie aujourd'hui, c'est un grand facteur. Vous savez, à une certaine époque ici, ça tousse à Abuja, Cotonou est en noir, Egoti, Gota fait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, on va en venir au Bénin tout à l'heure. Aujourd'hui, vous me direz que les choses ont changé, mais on continue d'être privé du jus. Donc, voilà, moi je pense que cela devrait être plutôt une opportunité pour nos gouvernants, que tout soit à faire ou à refaire dans nos États, au lieu d'être l'échappatoire. Je pense que c'est... Enfin, on continue vraiment par s'interroger en termes de pourquoi. Encore que moi, je pense que je ne suis pas sûr que cela soit un défaut de priorité. Parce que quand on a délaissé ce secteur, est-ce qu'on a fait des bons dans un autre secteur? Est-ce que pendant qu'on délaissait l'énergie, qu'on trouvait peut-être que la santé était une priorité, est-ce qu'on a développé un système de santé assez performant? Est-ce qu'on a développé un système éducatif assez performant? Est-ce qu'on a développé un système... Je peux répondre. Un réseau routier assez performant, dont vous verrez que pratiquement dans tous les domaines, je pense qu'on a pris le temps, on s'est beaucoup amusé dans les affaires politiques, on chasse on reprend sa place, on pense pouvoir faire mieux, on raconte les mêmes discours à chaque régime et puis véritablement on évolue. Quand on a un régime, on préfère s'occuper des problèmes qui arrivent sans une vision et puis on évolue comme ça. On ne s'est vraiment jamais préoccupé de chaque secteur comme cela se doit avec de grandes visions. Si notre intelligence a été capable de dire que l'énergie pour un pays, est-ce que la respiration est pour l'homme, je pense que c'est suffisant, n'est-ce pas, pour estimer que on ne peut absolument rien bâtir en termes de développement économique sans énergie. Et donc, on devrait pu anticiper depuis des années et faire des investissements nécessaires. Vous avez vu tous les problèmes de mauvaise gouvernance que nous avons dans pratiquement tous les secteurs. C'est-à-dire qu'il nous arrive même d'avoir des financements pour développer des secteurs et on préfère les dilapider. Ça me fait penser cette histoire de groupe électrogène qu'on est allé acheter quelque part dans un pays voisin, qu'on a badigeonné avec de la peinture, qu'on a fait croire qu'on les a achetés sur le marché européen, n'est-ce pas? Et quelques années plus tard, on s'est rendu compte que les groupes électrogènes ne fonctionnait pas. Ça, c'est pas un pays qui a vraiment envie de trouver une solution énergétique aux problèmes que nous avons. Et quand on a chiffré les montants qu'on a perdus, c'est des milliards. J'ai pas envie de citer des noms dans ce dossier. Et imaginez encore d'autres dossiers où de beaucoup de milliards, où on aurait pu justement évoluer, n'est-ce pas, au plan énergétique, mais tout a été noyé dans des affaires de corruption. Vous avez commencé... Et les mêmes personnes sont à ce niveau. Alors, le problème, c'est vraiment à notre niveau, notre incapacité à savoir véritablement ce que nous voulons, parce que quand même on a des financements pour trouver, pour évoluer, on préfère faire autre chose carrément avec ces Vous avez commencé à évoquer justement... J'ai une contribution. Oui. C'est un téléspectateur, il dit la disponibilité en taille de ressources de toutes sortes, minières, énergétiques et agricoles, ne signifie pas forcément indépendance ou souveraineté énergétique ou alimentaire. Tout est d'abord une question de gouvernance, elle-même liée à la qualité des institutions du pays. En Afrique, on passe 80% du temps à parler de politique politicienne et 10 à 15% du temps à parler développement.
Et il donne l'exemple du Japon, pays détruit après la Deuxième Guerre mondiale, pays ne disposant absolument comme ressources du sous-sol et du sol, et pourtant est devenu la deuxième puissance du monde juste 35 ans après la fin de la guerre. Donc, je crois qu'il a tout résumé. Hein. Effectivement, chez nous, du 1er janvier au 31 décembre, nous parlons politique et nous sommes forts là-dedans. On sort toutes nos énergies, on débauche toutes nos énergies, toutes nos connaissances livresques, c'est en politique qu'on déverse là, et puis on laisse de côté les questions essentielles de développement. Lorsque vous amenez des questions de développement sur la table, eh bien, vous ne trouvez personne. Autour du budget, par exemple, quand vous écoutez les mouvantions, vous dites que c'est le meilleur des mondes, vous écoutez les opposants, on dit qu'il n'y a rien de potable dedans, il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait pour avancer finalement ? Ce juste milieu-là, nous ne le trouvons pas souvent. Et c'est en cela que même ces questions essentielles de l'énergie, de l'eau, les soins de santé, les hôpitaux, la question des écoles et tout ça, ça manque d'interlocuteurs. Vous n'avez personne pour vous dire réellement ce qu'il faut faire. Ou lorsque les gens engagent le débat, eh bien, on trouve que ils sont en train de marcher avec la tête pendant que vous marchez avec les pieds. Ils sont même à la limite combattus. C'est bien dommage. Et nous en sommes là sur la question énergétique. Alors, Eric, faisons avancer le débat. Vous savez, il y a un diplomate, oui. Je laisse William. J'aime la démocratie. Pas pour dire que si Eric prend la parole avant moi, ce n'est pas la démocratie. Regardez, j'aime bien la contribution du téléspectateur. Mais vous voyez, parfois, je me dis qu'il y a des contre-exemples. Le Japon, après le carnage des Occidentaux à la Seconde Guerre mondiale, parce que le Japon était allié à l'Italie et allié au bloc que vous connaissez, les gens ont voulu faire de ce modèle un modèle puissant, c'est-à-dire on a voulu réparer ça pour montrer, c'est comme le Rwanda. Quand on me cite le Rwanda comme un grand modèle de développement, excusez-moi, on l'aime bien à Cotonou depuis quelques années, excusez-moi, je ne pense pas que ce soit une très grande façon de développer un pays. Parce que vous voyez, l'accompagnement institutionnel sous l'effet de la victimisation, les feux des projecteurs et les facilités inouïes de part et d'autre qui font qu'un gouvernant tyrannique à la limite, se permet quelques grosses pierres érigées avec des coups de peinture. Attention, pour moi, c'est pas ça. C'est à ça que vous réduisez le Rwanda. C'est pas ça. Je laissais pourtant de parole à William, mais je ne savais pas que c'était ça. Vous savez, il y a un monsieur qui m'a dit, vous savez, cette notion que nous avons de la démocratie et que William a évoquée, nous l'avons de qui ? Ça n'est pas de nos traditions, ça n'est pas de notre façon, n'est-ce pas, de gouverner de nos royaumes. Oui, mais si c'est ça on ne peut pas l'appliquer. C'est ce que nous ne voulons pas faire la démocratie. Justement, donc, cette notion que nous avons, qui n'a rien à voir avec nos cultures, on ne peut pas non plus l'appliquer à d'autres pays qui ont leur façon, n'est-ce pas, de gouverner et qui leur apportent des résultats. Si, comme on dit, les Japonais peuvent se bombarder entre matin, midi, soir, ça, enfin, je dis n'importe quoi, et que malgré ça, ils arrivent à assurer les besoins de base, n'est-ce pas, à leur population, et que leur population s'identifie, n'est-ce pas, dans les bombardements et les bruits de bombes. Voilà. Un pays qui n'a pas d'armée. Non, prenez-moi au sérieux. J'aime me donner les ordres. J'ai vu dans le bulletin de Ingrid Isdel les images du représentant, je crois, le ministre de l'Éducation du Swaziland. Je crois qu'on devrait retourner à ces mécanismes-là. Allez, faisons avancer le débat. Venons-en au cas béninois. Eric avait commencé justement à l'évoquer. On a vu que de 60 à aujourd'hui, tout ce qu'on a pu faire, en tout cas dans le domaine énergétique, c'est l'accumulation justement des scandales. Quelqu'un est allé chercher les groupes électrogènes à Lomé, il est allé bien loin. Quelqu'un s'est arrêté à Kadiaou, a arraché 2 ou 3 hélices d'un avion qu'il est allé jeter quelque part, nous promettant de l'énergie électrique. Ce n'est pas venu. Quelqu'un nous a amené des gobelets à la présidence. Des gobelets à la présidence. On n'a plus retrouvé plus tard. Quelqu'un a été nommé nouvellement dans un gouvernement dans ce pays. Il a couru à barrière avec l'État. Il en est sorti pour dire que c'est un musée, c'est un tas de ferraille, etc. Sauf que 4 ou 5 ans ou 6 ans après, lui-même, il nous a laissé des toiles d'araignée. Je ne sais même pas dans quel pays il se retrouve actuellement. Finalement, j'ai l'impression que l'énergie, ce n'est pas notre problème, hein, Franck. On vit dans un vrai gâchis. Ça a duré pendant plusieurs années. C'est à la limite révoltant. Vous savez, à une cérémonie, je crois, à une séance politique à Parakou, pendant que le président Boni Yayi était en pleine, disons... Discours, intervention. Intervention.
On a coupé le courant et le groupe n'a pas pris. Moi, je pense que oui, le groupe n'a pas pris et ça a Je crois valu. que c'est des choses qui devraient se répéter très souvent. Oui. Et devrait arriver au chef parce que d'État à l'époque. ouais. Ça devrait arriver au chef d'État pour qu'on trouve une solution. Mais Je la fin de prie l'histoire- Dieu qu'il arrive tous les mercredis, par exemple, qu'en plein conseil des ministres, C'est pas que ça se possible. coupe. Non, Et là, ils votre comprendront justement prière. ce que nous vivons. Parce que C'est oui. pas possible. Parce Mais que la fin- justement, la quand fin de ils ne vivent l'histoire pas de la ça, c'est réalité. que- Oui. On n'a pas trouvé mieux que de relever le directeur de la directeur SBE à l'époque. Oui, C'était on l'a- tout ce qui- C'était... On l'a relevé et on a demandé, on a regardé dans la salle, on a jeté des coups d'œil pour dire, mais lui là, il peut faire l'affaire. Et on a renommé un autre. C'est pour dire qu'on s'est amusé pendant Comme si longtemps. c'était ça Et là, qui allait c'est un- régler le problème. Et là, c'est un exemple. C'est un exemple sous le. Mais vous sous n'allez le- pas réduire le régime de Boni Yahi. Non, je vais juste bien ce en temps. arrière. Je vais bien en Maria arrière. Gleta 1, c'est quand même le régime de Boni Yahi. C'est devenu quoi? Moi, je ne sais pas. Mais moi, je sais qu'on a eu un grand Vous projet savez, non, vous qui savez. s'appelle Maria. Non, je ne sais pas. Vous savez. Moi, je ne sais pas. Vous savez. Non, je sais Et tous qu'on a les eu un Béninois grand, savent. Et tous on les a eu Béninois un savent. grand Moi, je projet vais qui est parler en Maria Gleta. arrière. Oui. Au temps du général Mathieu Kérékou aussi, on vivait le délestage pendant des jours où des localités savent qu'à tel moment de l'année, eh bien, elles n'ont pas d'énergie électrique et on s'y accommodait. À l'arrivée de Boni Yahi, même au temps de Soglo, on l'a vécu. Au temps de Boni Yahi, on l'a vécu. Au début du mandat du président Talon, nous avons vécu. On continue de vivre cela peut-être à des proportions un peu moindres que ce que nous vivions par le passé. Mais c'est pour dire que pendant des années, nous avons jeté des ressources inutilement dans le domaine. On n'a pas avancé véritablement pour régler le problème. Et donc, on est dedans, on nage un peu dans l'amateurisme dans ce domaine-là. Moi, je peux faire la nuance que, honnêtement, ces dernières années, il y a eu on a remarqué un peu de changement. Sauf qu'on doit beaucoup de choses au Nigeria. Hein. Oui, William, chaque gouvernement a quand même eu son envie à montrer sa détermination à résoudre le problème. Et chaque gouvernement a eu ce projet ou son projet. Quelqu'un a parlé de groupe électrogène, j'ai parlé des turbines à gaz, quelqu'un allait chercher un moteur d'avion, etc. Chacun avait eu son idée quand même. Oui, juste que la volonté et les idées ne suffisent pas. Vous savez, gouverner, j'aime bien Sankara qui dit qu'il faut un petit verre d'eau pour tous, et ça c'est mieux que du champagne pour quelques-uns. En fait, c'est ça qu'on n'a pas dans la tête quand on accède à certaines fonctions dans nos États, et on pense que quand on dit énergie, les milliards commencent au moins à partir de 10. C'est propice pour se faire sa retraite politique, pour se faire un ancrage politique. Vous savez, ceux qui ont fait plomber les meilleurs projets sous Kérékou en termes d'énergie, vous les verrez dans l'arcane de la gouvernance de Patrice Talon pour avoir aussi traversé la gouvernance de Boni Yahi. Ils ne sont jamais inquiétés. Camaro Fassassi est décédé depuis longtemps. Oui, je ne veux pas citer un autre nom que vous pourriez citer juste après Moi, je sais celui-là que en termes c'était le d'énergie. plus grand Vous avez parlé de Maria ministre Greta 1, je ne Oui. cite personne, mais vous savez où ces gens sont aujourd'hui dans notre République. Des gens ont pris l'argent de l'eau pour se tailler des 4x4 dans ce pays. Aujourd'hui, ils nous gouvernent encore. Ils continuent de nous gouverner, rassurez-vous, ils nous gouverneront encore pendant longtemps. Je vais vous dire, vous savez, moi je pense qu'on n'est pas assez, non seulement pas assez visionnaire, mais on n'est pas assez patriote pour relever certains problèmes dans nos États. Vous savez, un président américain, quand on l'informait du niveau des ressources pétrolières de son pays, oui, il y a de grands gisements par endroit, mais avec les changements climatiques, tout ça, d'ici quelques années, mais il s'est tapé la poitrine, il a dit, aucun Américain n'achètera le litre d'essence au-delà du dollar. Et pour ça, les États-Unis sont prêts à tout faire dans le monde entier. Vous savez ce qu'ils font partout où il y a du pétrole dans le monde. Je pense que cette rage à résoudre les problèmes de nos concitoyens n'anime pas forcément ceux qui nous gouvernent. Et je dis, vous savez, Talon vous dira que quand lui il est venu, on n'avait pas de production propre. Aujourd'hui, on est à près de 182 mégawatts de production propre. Mais dites-nous le pourcentage de ce que cela représente par rapport à notre consommation totale. À quel pourcentage nous dépendons encore de nos voisins, des gens qui nous vendent de l'électricité? Talon a fait une avancée en libéralisant, par exemple, le secteur. Mais est-ce que le climat est propice? Combien d'investisseurs? Les gens courent à la GDIZ pour aller transformer du soja. Mais combien ont couru pour dire, attention, le Bénin a libéralisé son secteur. Voilà un secteur dans lequel il y a beaucoup d'argent. Nous, on a l'expertise, on descend là-dedans. Voilà des diagnostics, voilà des questions qu'il faut se poser. Se taper la poitrine de dire, on a électrifié, on est passé désormais à 50% de taux d'électrification au plan national et que de 60 à 2016, Oui, mais on on en a a toujours fait que de considéré que 29%. c'est un secteur qui revient
exclusivement à l'État. Et la question de la libéralisation, par exemple, ce n'est pas très connu du monde. Et les acteurs, notamment les hommes d'affaires, etc., ne s'intéressent pas justement à ce secteur. Parce que vous n'avez pas donné un climat qui le leur propose. Ils veulent L'énergie, quel c'est climat? beaucoup d'argent. Non, écoutez, quand vous avez fait la GDIZ, pourquoi les gens y accourent? Vous pensez qu'on a fait de la fanfaronnade d'abord? Non. Dans le monde du business, ça renifle comme un chien. Et si votre environnement dit de libéralisation était si propice que cela, les gens auraient fait une concurrence. On aurait acheté, je ne sais pas, le kilowattheure à 115 francs ou à 50 francs parce que le privé, le capitalisme sait faire aussi cette loi de l'offre et de la demande. Moi, j'aimerais finir sur ce point d'analyse pour dire en fait, on aime bien l'autonomisation. On a envie. Mais quand on voit les défis en face, on se dit, est-ce que c'est moi qui ôterais, c'est moi qui suis l'agneau qui ôterait le péché de mon pays. Donc, je fais ma part. D'Israël. Oui, Eric. Mais merci d'avoir interrompu mon analyse. Enfin, je vous compléter l'expression. Donc, voilà. Oui, Eric, chaque gouvernement a eu ses projets. Les projets sont toujours à l'eau. Et j'espère vraiment que tout ce qu'on a eu à faire avec Patrice Talon, que cela ne tomberait pas à l'eau à son départ en 2026, puisqu'on a ce secret-là, justement, de balayer tout chaque fois qu'un président s'en va. Oui, mais après, on se rend compte que depuis toutes ces années, on a fait plus de la politique de l'énergie que de régler vraiment, de trouver une solution à nos problèmes énergétiques. Vous savez, si vous rentrez aujourd'hui dans le ministère de l'énergie et qu'on vous sort des dossiers et qu'on vous dit, voici des montants, des chiffres, des milliards qu'on a sortis, n'est-ce pas, pour trouver une solution au problème énergétique et que vous faites le point, et qu'effectivement, on s'était vraiment consacré à faire ces dépenses de façon judicieuse, n'est-ce pas, à faire de bonnes options, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce n'est pas les moyens qu'on n'a pas réussi à mobiliser, n'est-ce pas, pour développer notre secteur énergétique. Mais cet argent est parti où? Est-ce qu'on a pris de bonnes résolutions? Est-ce qu'on s'est assuré que ces investissements, l'argent qu'on sortait des caisses de l'État pour le même problème, on s'est vraiment assuré de régler ces problèmes? Non. On le disait, mais en fait, on se rend bien compte qu'on sortait l'argent pas pour régler véritablement de façon efficace ce problème. Pour le reste, c'était bon pour la campagne électorale, c'était bon pour des discours politiques, mais chaque année, on se rendait bien compte qu'on n'était pas du tout sorti de l'auberge. Aujourd'hui, on peut noter véritablement, quand je prends par exemple les cas que Franck a évoqués, que nous sommes un peu loin de ces réalités. Aujourd'hui, nous constatons, n'est-ce pas, qu'on a essayé de faire beaucoup mieux que les situations que nous avons vécues par le passé, peut-être parce qu'on a estimé qu'il faut prendre vraiment le taureau par les cornes, il faut à nouveau investir dans le secteur, il faut à nouveau créer de nouvelles sources de production au-delà de ce que nous achetons de l'extérieur pour régler le problème. Après, vous verrez que quand on a fini de trouver des solutions en termes d'approvisionnement de produits énergétiques, il y a un réseau de transport que nous avons qui est complètement archaïque, parce que depuis qu'on l'a installé, ça n'a jamais bénéficié d'un système de maintenance pour pouvoir transporter véritablement l'énergie vers les ménages. Ce problème, on l'a eu parce que j'ai souvenance d'une conférence de presse où le ministre de l'énergie expliquait un peu les problèmes de délestage que nous avons aujourd'hui. Quand on fait de l'acquisition, par exemple, vers les pays auprès de qui nous achetons l'énergie, ou quand nous produisons l'énergie, le système de transport qui permet de faire le circuit juste dans les ménages se trouvait toujours, n'est-ce pas, en difficulté, en panne. Trouvons les moyens de changer tout cela. Si c'est vieux, parce que ça fait 60 ans, on n'a pas besoin de faire une conférence de presse pour venir expliquer. Mais ça fait partie les populations n'ont pas besoin d'explication. Les populations ont besoin d'énergie électrique. C'est comme si je viens pour leur expliquer pourquoi ils ont des problèmes. Et ne me dites surtout pas que ils ont besoin juste tous de les problèmes solutions. qu'on a ces derniers temps c'est la qualité du transport. Du transport ou du raccordement. Vous C'est savez, curieux à cet effet. J'ai comme impression que tous ceux qui ont prophétisé qu'il n'y aura pas de délestage étaient dans une grosse foi, que soit Dieu n'a pas confirmé, ou soit les milliards n'ont pas confirmé, ou l'orthodoxie de la gestion n'a pas confirmé. Allez, je dis merci au professeur Antonio qui nous suit actuellement. Il dit le nom du problème que vous posez, c'est simplement l'absence de l'esprit panafricaniste.
un seul État ne peut pas à lui seul résoudre le problème de l'énergie. Il faut réellement se mettre ensemble pour le développement des secteurs énormes comme celui de l'énergie. En clair, il faut se mettre ensemble, comme l'AES par exemple, mais avec mais plus élargi, etc., pour trouver une solution. Mais oui, justement, on s'est mis ensemble au niveau de l'UEMOA parce qu'il y a des mécanismes régionaux. Ah oui, on s'est mis ensemble au niveau de la CEDEAO parce qu'il y a des mécanismes régionaux sur le secteur de l'énergie. Oui. Donc l'exemple de l'AES, nous l'avons déjà expérimenté. Si l'idée c'est vraiment de se mettre ensemble, peut-être aussi qu'à ce niveau on a un problème de se mettre ensemble. Oui, il y a un diplomate qui m'a donné un exemple, Tanguy, je finis rapidement par là, où il dit on a trouvé des financements pour le secteur de l'énergie, on a appelé des Béninois, enfin des autorités, et écoutez, trouvez-nous des profils, mettez-vous ensemble, faites le dossier, et puis mettez la main sur ce financement. La même information, on a envoyé au Nigeria, on a demandé aux autorités au Nigeria, écoutez, trouvez des profils, mettez-vous ensemble, et mettez la main sur ce financement. Il a dit, enfin il a donné un exemple, je suppose que l'information est venue aux autorités du Bénin à 9h et il fallait envoyer les dossiers à 10h par exemple. Les Béninois ont pris toute la journée, a fait de la politique, c'est-à-dire que qui il faut mettre, qui il faut mettre, qui il faut mettre, et on n'a pas eu ce financement. C'est comme si la politique aussi, et ailleurs aussi les gens ont des difficultés à se mettre ensemble. Non, 1er janvier au 31 décembre. C'est pas une spécificité du Béninois ou du Bénin. On va pas continuer à faire le Béninois en noir. Parce que vous savez, oui, Franck, on va finir. Quand on a demandé à nos amis du Nigeria, on leur a donné la même information. C'est quoi, avant même que 10 heures ne sonnent, ils ont donné l'équipe 1 minute après, c'est ça? Avant même que 10 heures ne sonnent. Ils ont dû se concerter aussi, non? Oui, Franck. Quand le professeur Antonio dit se mettre ensemble, en réalité, la phrase elle est simple. Mais en fait, nous avons ce problème. Nous avons vraiment ce problème où il faut avoir l'humilité d'aller vers des gens. Vous allez prendre la parole, oui ou non? Il a envie d'atterrir. Oui. Il faut lui permettre d'atterrir. Alors, moi, j'allais dire que même l'exemple du Japon qu'on avait donné, même si les Occidentaux y avaient injecté, en tout cas, contribué à leur développement à des milliards de francs et tout, si en interne, il n'y avait pas le travail, la discipline et même le patriotisme, il n'aurait abouti à rien du tout. Vous avez vu la Corée, c'est des pays qui sont restés en guerre, même au niveau de la Chine. Il y a eu à un certain moment un déclic où on a dit, voilà ce que nous voulons faire. C'est vrai qu'en termes de respect des droits de l'homme, il y a William déjà qui fait les yeux. De l'autre côté, on va me dire que bon, c'est pas des exemples. Le 11, le 10 c'était juste hier, donc faites-moi cet honneur, ce plaisir. Donc, allez, on va finir avec le troisième axe. Moi je voulais dire. Vous avez laissé tout le temps Eric finir. Oui, bon, il a fini par atterrir. Ouais. Moi je voudrais dire que la question de l'énergie, c'est vrai, il faut se mettre ensemble, un peu comme ce que Kadhafi voulait. Il voulait que l'Afrique se mette ensemble pour être plus forte. Autour de lui. Oui, autour de lui, mais il faut un leader. Il faut que quelqu'un porte le lead. Autour de lui, peut-être après lui, quelqu'un d'autre peut prendre. Mais il n'y avait pas cette volonté à partager. Troisième axe, est-ce que les énergies renouvelables, c'est vraiment notre porte de sortie, William? Combien de gens vous avez vu dans la vague de l'amour des panneaux solaires? Ah non, les populations ont devancé les dirigeants. Hein. Vous avez vu, on a commencé à importer de petits trucs et très tôt, le gouvernement, notamment béninois, a commencé à taxer justement l'importation de ces éléments, alors que vous n'arrivez pas à fournir l'énergie dont les populations ont besoin. C'est quand même paradoxal. Hein? Justement, c'est là que j'en venais. Combien de ces installations de 2018-2019 avec de grands engouements à l'époque, combien subsistent aujourd'hui? La plupart, ils se sont encore accordés au réseau de la SB2E, s'il y en a dans leur localité. On me dira que c'est parce que l'État en retour avait un programme d'utiliser les énergies renouvelables en milieu rural pour pouvoir approvisionner, ainsi de suite. Quoi qu'on dise, parce qu'il y a de la recherche scientifique à faire à ce niveau. Il y a beaucoup de moyens à investir aussi. L'État fuit, le privé n'en a pas forcément les armes, les gens font de l'amateurisme sur le terrain et ça enchaîne beaucoup de déceptions. J'ai essayé de faire un petit sondage autour de moi ce matin quand je m'appropriais le sujet. J'ai vu tous les proches que j'avais qui à un moment donné ont crié panneaux solaires, ont crié énergie solaire. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul qui continue de résister vaille que vaille, mais il a encore comme moyen de secours l'énergie de la SB2E. Les énergies renouvelables, nous en sommes encore au début. Encourageons nos jeunes à faire de la science, à faire de l'ingénierie, à faire de la grosse technologie, à se spécialiser, à faire de la recherche, parce que l'éolienne, le solaire tel que présenté à nous là, par les mécanismes tout faits, prêts à porter, à mener,
ne règle pas forcément le problème. Oui, il y a aussi que on entend toujours les partenaires techniques et financiers au développement ou je sais pas trop quoi à nous fournir forcément la manière dont on doit faire les choses et surtout les moyens techniques et tout. Et du coup, on tourne en rond, Eric. Non, je pense qu'aujourd'hui, même à l'échelle internationale, on en parle comme une alternative. Mais n'est-ce combien pas, sont-ils à à ce se qui est- mettre à l'énergie renouvelable? Oui. Vous aviez jamais entendu parler de ça chez les Américains? Jamais. Oui. Ça ne les préoccupe même pas. Tant le veut ou non, il y a une évidence. Ils vont sortir C'est-à-dire l'accord de que Paris encore. Et que Trump reviendra. C'est dans quelques jours. il va le bouder ça. Donc, enfin, je pense qu'on présente ça comme une autre possibilité, n'est-ce pas, d'aider les pays à pouvoir atteindre leur indépendance énergétique. Et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont dedans, même ici au Bénin. On nous a construit une centrale électrique il n'y a pas si longtemps que ça, à partir de l'énergie renouvelable quelque part à Poubelle. Et ça marche plutôt. Et donc, il y a beaucoup ça nécessite beaucoup de financement, de recherche et tout. Si ces 60 dernières années, on n'a pas pu... Si cette 60 dernières années, on n'a pas pu atteindre l'indépendance énergétique avec l'énergie traditionnelle, peut-être que la solution viendrait de là, qui sait. Non, moi, je pense qu'il faut faire un message, c'est-à-dire l'énergie qu'on utilise distribuée par la SB2E, mais il faut explorer également la piste des énergies renouvelables, tout simplement parce que ce qu'on utilise comme le dispositif qui capte le soleil aujourd'hui pour se recharger quand on aura besoin de l'utiliser, la plupart, c'est fabriqué en Chine. Comment vous voulez que le soleil, par exemple, que les gens utilisent là-bas, qu'on puisse se servir de ça? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas... Non, ce n'est pas... Il veut parler de l'intensité. C'est variable. L'intensité, c'est variable. Il va falloir que chez nous, qu'on puisse développer également l'industrie qui fabrique ces dispositifs-là, qui puissent nous permettre de savoir, mais à quel moment... Parce que vous achetez ça, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le troisième mois, ça commence par clignoter. La lumière est terne. Et après, c'est fini et vous rangez, vous achetez encore un autre. On se dit, bon, on vous dit de prendre batterie, de camion. De faire ci, de faire ça. Donc, à côté, nous avons un goulot d'étranglement. Ce sont les changements climatiques. Tels que nous savons que, par exemple, dans le sud du Bénin aujourd'hui, enfin, avant, on pouvait dire de tel mois à tel mois, il y avait la saison pluvieuse, de tel mois à tel mois, nous avons la saison sèche. Aujourd'hui, ça n'est plus ça. Vous avez le soleil qui peut être très ardent pendant la saison pluvieuse ou la pluie qui peut tomber alors que vous êtes en période de sécheresse. Donc, on ne comprend plus rien du tout. Et cela, ça doit nous amener véritablement à questionner les chercheurs, à leur donner les moyens pour dire, mais voilà ce qu'il faut faire pour l'adapter, adapter ces dispositifs-là au climat africain et au changement climatique qui viennent tout bouleverser. Si on ne le fait pas, on sera toujours dans les discours, on ne va jamais accéder véritablement à ce stade-là qui nous permet d'avoir une certaine autonomie énergétique. Et il faut renforcer maintenant les investissements au niveau donc de l'énergie conventionnelle distribuée par la SB2E, au niveau de nos pays, le Nigeria, le Togo, le Bénin. Je pense que si on s'unit très bien, on travaille, on peut à la limite se soutenir et avoir une certaine indépendance énergétique et même appeler les autres pays à en acheter au niveau de ce que nous produisons dans ces différents pays. Maintenant qu'on a chassé les Français du Niger, maintenant qu'arrive à quelques difficultés, on peut tous se mobiliser à Niamey, non? Se cotiser et travailler sur l'uranium pour qu'on ait de l'énergie. L'uranium si les militaires transformé. L'uranium promis déjà aux Russes. Oui, ça prend déjà une autre direction, c'est une autre destination. Déjà, si les militaires... ça n'a pas attendu. Vous pensez que d'ailleurs on vous laisse installer les industries chez vous pour vous développer, échapper? Pourquoi on ne peut pas nous laisser installer des industries? S'ils ne nous laissent pas, on les chasse comme les Français et puis c'est fini. Et ils prépareront les prochains gouvernants qui vous gouverneront et qui leur reviendront en bonne fidélité. En tout cas, on va espérer qu'il y ait une prise de conscience parce que chaque fois on accuse les gouvernants, mais il y a aussi que les populations elles-mêmes ont besoin de s'engager véritablement. On a l'impression qu'à aucun niveau, que ce soit au niveau des populations que celui des gouvernants, quelqu'un est disponible justement à concéder un petit sacrifice au nom de son pays, au nom de sa patrie.
Et quand il y a cette absence totale de patriotisme, personne justement ne se met au service du pays. Et on attend, c'est vrai qu'on est là pour critiquer, mais on est là que pour attendre le temps que l'on soit à la place de la personne qu'on critique pour faire pire que lui. Et on se rend compte dans le feu de l'action que c'était de l'illusion. Voilà, de l'illusion. C'était là. Des théories à la télé pour expliquer. Oui, bon, enfin, on espère bien que ça changera un jour. Allez, les gars, merci beaucoup. Passez une très bonne journée.